Éventuellement, je faisais venir le chef d'entreprise pour lui dire arrêtez ou sinon c'est des poursuites. Et dans la plupart des cas, il n'y avait pas de poursuite. Parce que il s'agit de se coordonner avec les autres. Les inspecteurs des fraudes venaient me voir très souvent pour dégager une politique à avoir. Par exemple, on avait une plainte pour vente par un garagiste d'une voiture en maquillant le kilométrage. Ce qu'on décidait avec les fraudes, c'est qu'ils allaient dans l'entreprise comme ils peuvent le faire et qu'ils voyaient toutes les ventes de voitures. Et c'est ainsi qu'on avait des affaires qui venaient en correctionnel où le garagiste était poursuivi pour 10 fraudes. S'il n'y en avait qu'une, on pouvait ne pas poursuivre, le mettre en garde. C'est ça la politique, ça que j'ai voulu faire à Marseille. En 1982, nouveau coup de fil de Robert Badinter qui vous dit « On vient d'arrêter Klaus Barbie, on va le juger à Lyon, il faut que vous preniez cette affaire. » Son père était mort en déportation, il avait été arrêté par Barbie lui-même, ce qu'il taira publiquement. Avant d'évoquer le procès Barbie, pouvez-vous vous-même évoquer votre relation avec le pouvoir politique? Vous dites que vous allez voir les ministres avec vos dossiers et que vous défendez votre point de vue afin de dialoguer. Écoutez, je crois qu'on doit avoir des relations, quand on est au parquet, avec le ministre, parce qu'il est chargé de mettre en application une politique. Mais j'ai vu plusieurs ministres. Si vous allez avec un dossier sur lequel vous avez travaillé, avec ceux de vos collaborateurs qui sont impliqués, et si vous allez pour expliquer ce qu'il en est, croyez-moi, j'ai jamais été contrarié. Il s'agit de présenter des dossiers sur lesquels on discute. Oh, je peux vous le dire, il n'y a qu'une fois, c'était dans l'affaire des fausses factures, où le ministre avait demandé qu'on entende comme témoin et non pas comme inculpé un député de son parti. Eh bien, j'avais fait un rapport en disant je le dirai à l'audience. Blaise et Davena sont approuvés. Et le ministre a répondu bon, requérez l'inculpation. C'est tout. Venons-en maintenant au procès Barbie. Le 29 et le 30 juin 1987, pendant 2 après-midi complètes, 6 heures en tout, revêtu de votre rouge, vous prononcez debout votre réquisitoire dans le procès de Klaus Barbie, qui est un travail de 3 ans au moins. Nous sommes dans la salle des pas perdus, du palais de justice de Lyon, devant 700 personnes. Pourtant, vous aimez à dire que vous avez traité ce procès à l'ordinaire. Oui. Qu'entendez-vous par là? Écoutez, quelle que soit la personne, je crois vous l'avoir déjà dit, on juge un homme. La loi peut prévoir contre certains, et ça a été retenu contre Barbie, et je l'ai demandé contre Barbie, le maximum de la peine. Mais c'est un homme qu'on juge. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez la preuve de ce que vous me reprochez, sans aucune complaisance. Si vous n'êtes pas satisfait, il ne faut pas poursuivre pour ça. Et puis ensuite, il faut être très respectueux de ses droits, des droits de la défense, de ce qu'il a choisi comme argument. Et ça, le procès Barbie, pour moi, il me laisse une certaine nostalgie. Parce que en 1933, Barbie avait 20 ans, il allait se présenter à l'Abitur, l'équivalent du baccalauréat, et pour ça, il doit rédiger un curriculum vitae, enfin expliquer ce qu'il pense. Et le journaliste Assouline, l'écrivain Assouline, s'est rendu en Allemagne et a retrouvé ce qu'il avait écrit. Et dans cet écrit de 2 pages, Barbie explique qu'il a perdu son père et son frère, mais qu'il est dans une association catholique et il fait de l'accueil en gare et des visites de prison. Et ce qu'il a appris ici, il a été très sensibilisé, il a dit ça venait en complément de ce que j'ai appris à l'école. Mais on est en 1933, dit-il, il y a un nouvel esprit qui souffle dans mon pays, je vais m'engager là-dedans, et il partira pendant 2 ans
école près de Berlin où il deviendra membre de la Gestapo. Le formatage. Et il a envoyé des centaines de morts, de personnes en prison, des centaines de morts en déportation, ils ont trouvé la mort. Et lorsqu'il choisit son système de défense, il décide de quitter l'audience en disant, en parlant allemand, en disant je suis en Bolivie, je m'appelle Altman. Et alors j'ai pris la parole, je lui ai dit, voilà ce que vous écriviez quand vous aviez 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous en pensez maintenant? Alors là, je suis en Bolivie, je m'en vais, et il s'en va. Alors, il avait choisi son système de défense, qui est de ne pas se présenter à l'audience, mais quand même, puis son avocat a choisi le système de défense qu'il voulait, et même avant que Vergès plaide, on voit arriver 2 avocats, un Algérien et un d'Afrique noire, qui n'avaient pas assisté au procès, qui viennent là, et qui disent que les crimes avaient commis dans leur pays le colonialisme. C'était le système de défense qui avait été choisi. Mais quand Vergès a eu plaidé, Maître Vergès a eu plaidé, j'ai demandé à la cour d'appel, à la cour d'assises, de faire venir Barbie pour qu'il ait la parole le dernier. C'est la loi. Je veux bien appliquer la loi, mais toute la loi. Il est venu et il a renversé complètement son système de défense en 2 phrases. D'une part, il a parlé français, en disant « je vais m'exprimer en français ». Deuxièmement, c'était la guerre. On l'a menée de façon très rude, mais maintenant, la guerre est finie. D'autre part, je ne me suis jamais occupé des Juifs. C'est-à-dire qu'il a enfin accepté de répondre à l'accusation, brièvement, en 2 phrases. En français. En français. La langue des victimes aussi. Beaucoup de victimes. Alors, ce procès, il y a eu beaucoup de victimes et, je dirais, beaucoup de témoignages émouvants. Beaucoup de personnes avaient les larmes aux yeux, y compris l'avocat de Barbie, il était en face de moi. Et moi-même. C'était des femmes surtout qui parlaient de ce qu'elles avaient subi et c'était très très émouvant. Mais ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas pu aller au fond, parce que pour moi c'est le grand problème. Comment un homme qui a 20 ans a un idéal devient ce qu'il est devenu. Enfin, l'énigme d'un homme qui pouvait avoir une vie moralement correcte, on va dire comme ça, à partir des écrits de jeunesse que vous avez identifiés, et qui brusquement bascule dans un type d'éducation, un formatage des esprits qui le conduit à adhérer à l'idéologie nazie. Et vous avez tenté de restituer la complexité du personnage. J'aurais voulu qu'on puisse en parler avec lui. Ça n'aurait pas changé la sanction, parce que des centaines de victimes, et j'avais demandé qu'à vie il soit reclus, et il est mort en prison quelques années après. Précisément, de ce point de vue-là, auriez-vous requis la peine de mort contre Barbie si la loi vous y autorisait? Écoutez, j'ai jamais eu ce problème. Jamais eu ce problème. Ce qu'il faut dire à Lyon, c'est que après les exécutions, les condamnations à mort et les exécutions qui ont eu lieu pendant la guerre d'Algérie, il n'y a eu plus à Lyon en 64, enfin la guerre d'Algérie 62. En 64, il y a eu 2 condamnations à mort. En 66, 1. Et il n'y en a plus eu jusqu'à la suppression de la peine de mort en 81. D'autre part, et là c'est ma conviction profonde, l'Europe a décidé qu'en Europe on n'appliquerait plus la peine de mort, et je crois profondément à cela. Barbie avait été condamné après la libération 2 fois par contumace à la peine de mort. Et le paradoxe, c'est que 2 de ceux qui étaient avec lui, et qui ont été condamnés à mort, ont été graciés, parce que c'est le moment où on se réconciliait avec l'Allemagne, et qu'un malheureux Français qui travaillait pour la Gestapo a été exécuté.
Mais pour moi, c'était un problème qui ne se posait plus du tout juridiquement et qui ne se posait pas moralement. Est-ce qu'on peut dire que de ce réquisitoire Barbie, il y a et il se dégage une philosophie de l'accusation en démocratie? Vous l'avez dit tout à l'heure, convaincre et apporter la preuve. Apporter la preuve. C'est le point, pour vous, le point central. Sans preuve, pas d'accusation et donc forcément pas de condamnation. Vous savez, que dit la Cour européenne des droits de l'homme? Elle dit que pour condamner, il faut prendre en considération deux éléments. La nature des faits, la personnalité. C'est les questions que je me suis toujours posées quand je requérais. Est-ce que dans la personnalité, il y a des éléments, et il y a eu des dossiers dans lesquels j'en ai trouvé abondamment, qui vont vers ne pas prononcer le maximum, même être indulgent. Et puis il y a la nature des faits. Or ici, Barbie se présentait toujours comme un nazi. Il n'a jamais, au cours de l'instruction où il parlait en français, il a vu des victimes, il s'est même moqué d'elles, une fois. Il avait toujours cette conviction. Et d'autre part, la nature des faits, écoutez, quand il y a des centaines de victimes. Mais la personnalité de Barbie, cette complexité n'a pas pu ressortir du procès, faute d'une collaboration. Faute de sa présence. Faute de sa présence. Et du choix d'un autre système de défense. En 1988, nouveau coup de fil d'un garde des Sceaux, cette fois c'est Pierre Arpaillange, qui vous annonce que vous allez être nommé procureur général Paris. Vous resterez de 1988 à 1992. Sans doute est-ce la conséquence du procès Barbie où tout le monde a salué votre hauteur de vue. Une de vos fiertés dans ce poste de procureur général de Paris, c'est d'avoir ouvert cette cour d'appel à la culture. Vous créez un festival de films judiciaires, vous faites donner des concerts, des conférences, des débats. Peut-être voulez-vous dire que le magistrat est face à la décision comme l'artiste face à la matière. Il est un artisan lui aussi. Quel était votre but en ouvrant en quelque sorte cette cour à la dimension culturelle? Pour moi, il faut l'ouvrir, ou s'ouvrir soi-même. Alors si on peut en faire profiter les autres, tant mieux. Et puis vous organisez aussi avec Myriam Ezrati, qui était à l'époque première présidente, une séance, colloque, une manifestation, Justice d'Europe. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, oui. Tous les magistrats et avocats d'Europe venaient au palais et jouaient le même procès pénal avec leur propre système de droit. Quel était votre objectif en mettant en place ce système européen, des justices européennes en action en quelque sorte? Vous le savez aussi bien que moi, on applique en France un grand nombre de lois qui ne sont pas que des lois françaises, c'est des lois de l'Europe. Alors il faut savoir comment les autres réagissent à ces lois. Il faut donc savoir ce qu'on fait à côté de chez soi. Et c'était l'objet de cette rencontre qui a été très riche. Tous les magistrats venaient jouer leur propre rôle. C'était tout à fait étonnant. Et on mesurait aussi les limites de notre propre système par rapport à telle ou telle pratique alternative qui paraissait parfois plus intéressante à tester. Je pense à l'époque, on ne parlait pas des plaidés coupables, mais on voyait bien. On doit apprendre des autres aussi. On doit apprendre des autres. Vous êtes ensuite nommé procureur général à la Cour de cassation. Qui est resté entre 1992 et 1996. Vous présidez notamment à l'époque le Conseil supérieur de la magistrature pour le parquet, dans la formation disciplinaire, qui prendra la décision de rendre publiques les audiences disciplinaires, ce que la loi ensuite confirmera. Est-ce que c'est un effet de votre conviction qui juge publiquement doit être jugé publiquement? Je le crois. Est-ce que ça a été difficile? Vous savez, la discipline des magistrats, du parquet comme du siège, pendant longtemps, quand on avait quelque chose à reprocher, soit on poussait vers une démission, soit on demandait à l'intéressé de faire un changement, d'aller dans une autre ville, et puis à cette époque, eh bien c'était le contraire. S'il y a une faute, c'est une sanction. Publique. Publique. Justement, dans un bulletin que vous avez publié au parquet de Lyon à l'époque, vous insistez sur le mot ministère public, et vous avez cette phrase: le ministère public exerce une action publique en charge de la défense de l'ordre public. Cette répétition du mot public m'a beaucoup frappé. Est-ce qu'il n'y a pas un message là? La dimension publique de l'exercice du parquet est une constante dans votre réflexion.
Vous savez comme moi dans l'histoire de la justice que beaucoup de choses se faisaient clandestinement, sauf l'exécution bien sûr, hein. Mais ça se faisait clandestinement. Et bon, on n'a rien à cacher, il faut le dire. Sauf, et on en a déjà parlé, lorsqu'il s'agit de litiges concernant des mineurs, ou concernant des liens familiaux, ou concernant une médiation. Hein. Ce sont des décisions qu'on prend sans publicité, parce qu'il n'y a pas besoin de publicité. Il faut arranger les choses. Quand vous publiez en 1997 votre rapport issu de la commission de réflexion sur la justice, vous aviez souhaité un parquet rénové et vous aviez évoqué l'idée que ce parquet, dans le cadre de sa politique pénale annuelle, rende public devant le Parlement son exercice de la politique d'action publique. Là encore, on retrouve cette exigence de rendre des comptes à l'opinion de la justice. Il faut qu'on parle. Le juge ne peut pas parler, mais il peut écrire. Il peut écrire et il doit écrire et dire ce qu'il faut faire. Et maintenant, il doit le faire aussi en cour d'assises. Mais le parquet, il parle à l'audience et il parle aussi le jour de la rentrée solennelle chaque année. Votre dernier poste est celui de premier président de la Cour de cassation entre 1996 et 1999. On vous a reproché ce passage au parquet, ce passage du parquet au siège, pardon. Vous avez fait toute votre carrière. Comment expliquez-vous ce choix ? Je ne l'ai pas demandé. J'avais même soutenu auprès du CSM un président de chambre. Je n'étais pas candidat. Puis ça s'est fait. Mais est-ce que ce n'est pas aussi votre conception du magistrat qui, au parquet ou au siège, reste un magistrat? Écoutez, au siège, je n'étais plus parquetier. Hein. Mais cette période... vous étiez magistrat, dans les deux cas. Magistrat. Ouais. Mais cette période, déjà à la Cour d'appel de Paris, mais surtout à la Cour de cassation, ce que j'en retiens, ce sont les rencontres extérieures que j'ai eues. C'est-à-dire? Les rencontres en France. En France et à l'étranger. En France, mais à l'étranger et dans les dom-toms. Aujourd'hui, et nous allons conclure cet entretien, nous sommes en 2013, à un moment où l'avenir du parquet à la française dépend d'une réforme constitutionnelle, encore incertaine à ce jour. Comment voyez-vous cet avenir du parquet? Écoutez, j'entends souvent « moi je suis indépendant ». Pour ma part, je me suis toujours posé la question, vraiment, quelles sont mes dépendances quand je prends une décision? Qu'est-ce qui dépend de quelque chose d'autre ou de moi? La première dépendance, c'est vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses opinions politiques, vis-à-vis de ses croyances. Est-ce que ça joue un rôle dans la décision que je vais prendre? On dépend ensuite des autres, de ceux qui nous amènent des dossiers. Et c'est pourquoi je vous disais qu'il faut qu'on voit ceux qui nous amènent des dossiers, qu'on discute avec eux, qu'on ait une politique commune. Pour ne pas être contraint de prendre une décision qui vous est imposée parce qu'on ne vous dit pas tout. Troisième dépendance, c'est vis-à-vis de la politique. Mais je vous ai expliqué que ça, on doit dire ce qu'on pense, et le dire publiquement s'il le faut. Puis la quatrième dépendance, c'est la dépendance de l'opinion publique.